Eh bien, dans ce contexte, alors même si tout va très vite et tout change, mais malgré tout, les taux d'intérêt, les taux souverains américains se tendent, donc prennent de l'épaisseur. Effectivement, ils sont en avance sur la Banque centrale. Sur le graphique que vous avez sous les yeux, donc les taux d'intérêt aux États-Unis des T-bonds à 2 ans et à 10 ans, et comme on peut l'observer justement depuis le début de la guerre, anticipant justement une hausse du brut, eh bien, les taux d'inflation, les taux d'intérêt aux États-Unis se sont largement tendus, atteignant des niveaux de 4 à 4,50% pour le taux d'intérêt à 2 ans et à 10 ans. Donc les taux d'intérêt en fait ont fortement réagi. C'est juste que ce qu'on observe du côté des taux d'intérêt, on ne l'observe pas du côté des marchés boursiers, qui sont dopés dans une forme d'illusion. Le monde des paillettes, exactement, dans une bulle narrative autour de la techno, de l'IA, des semi-conducteurs qui va effectivement sauver le monde. Bien sûr, de la conquête martienne également maintenant depuis... Voilà, avec l'entrée en bourse également de SpaceX. Donc le monde est dopé par ce narratif. Et évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de ne pas participer, en fait, quand on est gérant d'actifs ou quand on a des fonds à gérer à ce mouvement. Mais mon propos consiste à dire qu'il faut voir l'ensemble et aussi avoir un œil averti à l'égard de certaines poches de risque qu'il ne faut pas négliger pour autant. Exactement. Alors, on va sortir un petit peu de la trame que vous nous avez envoyée et que vous allez suivre pour parler tout petit peu de SpaceX. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que gérant de iWave Capital? C'est une valeur que vous auriez mis que vous mettriez ou que vous avez mis dans votre portefeuille? Et SpaceX va sortir parmi les plus fortes capitalisations boursières devant Arabi. Bon, c'est assez surprenant, je dirais, même si du côté de la valorisation, peut-être est-ce justifié, mais on est quand même toujours dans la bulle, c'est-à-dire on a rarement vu ça, en fait on l'a jamais vu. Que dès lors, c'est complètement historique. Alors autant Saudi Aramco était la plus forte, la plus grosse sortie, la plus grosse IPO de tous les temps, bon quand même c'est une major. Elle a levé 24 milliards à Aramco et SpaceX 70 milliards. De lever 70 milliards de dettes. Ah oui, j'entends bien. Ouais, c'est hallucinant. Je pense qu'il faudra voir un petit peu après l'IPO comment ça se comporte. Souvent, il peut arriver, que les IPO soient comme un soufflé. Vous connaissez la pâtisserie, Louis-Antoine, n'est-ce pas? Vous faites des gâteaux souvent. Et souvent, ça peut être comme un soufflé. Souvent, c'est comme un soufflé. Ça peut arriver un petit peu comme ça. Ça peut retomber. Moi j'aime pas trop les soufflets. Ouais, d'accord. Mais justement, alors il fallait se mettre vendeur justement sur SpaceX. C'est une stratégie. Certains sont positionnés vendeurs dès l'ouverture hier. Ouais. Pourquoi pas? En fait, ça rentre pas dans mon scope. Bien sûr. Non, mais en tant que financier professionnel de la finance, c'était ça la question du coup. J'aurais pas ni pris avec si peu d'historique, du SpaceX, et j'aurais pas vendu non plus. Ça sort un peu de nos spectres chez iWave. Les IPO, c'est pas vraiment notre job. Oui, il vous faut de l'empirique. Un peu d'empirique, un peu d'historique, et voir où sont les consensus sur les différents marchés. Exactement. On comprend, et c'est probablement mieux. C'est plus sage, en tout cas. C'est plus sage. On en parlait il y a un instant. Selon le consensus CME FedWatch, la Banque centrale américaine devrait relever son taux directeur lors de sa réunion de décembre, 9 décembre, je crois, de mémoire. Pourquoi attendre si longtemps? À nouveau, parce que les banquiers centraux n'appuient pas sur la gâchette en fonction d'événements de court terme. Ils ont une vision beaucoup plus stratégique. Ils pensent à une trajectoire des taux au cours des N prochains mois, N prochains trimestres. Et ils ne sont pas forcément dans une actualité chaude. Et c'est un peu leur job, justement, de rassurer, d'expliquer. D'avoir un narratif, exactement. Voilà, on n'est pas vraiment dans l'euphorie des marchés. Je pense que c'est mieux comme ça. Ce n'est pas le rôle d'un banquier central tout de suite d'appuyer sur la gâchette, mais de prendre le temps de la réflexion, de bien étudier un petit peu ce qui se passe sur les différentes zones, les différents États aux États-Unis pour appliquer la meilleure politique monétaire possible. Donc voilà, on n'est pas dans du court terme, mais dans une trajectoire moyen long terme des taux d'intérêt. En tout cas, ce que l'on peut observer ici, c'est qu'on n'est plus du tout, à l'issue de l'année, dans un cycle de baisse des taux. C'est plus du tout la question. Si vous regardez en haut à droite, dans le petit encadré, ce qui est un peu grisé, il y a une probabilité de plus de la moitié pour que les taux montent d'ici la fin de l'année.
lorsqu'on observe justement la réunion de la Banque centrale qui aura lieu en décembre 2026. Voilà, on est de l'ordre de 55% de probabilité de hausse des taux à ce jour. En fait, c'est la somme des derniers petits histogrammes qui sont sur la partie droite du graphique. Hein. Donc, peu de probabilité en fait que les taux restent inchangés, figés. Mais plutôt maintenant, on vient de basculer un peu récemment, c'est mon propos également, vers le fait qu'il y a maintenant un peu plus de probabilité que les taux montent d'ici décembre 2026, plutôt qu'ils restent soit identiques, voire qu'ils baissent. Vous voyez, on est à 1, et quelques pourcents de probabilité pour que les taux baissent. Donc, très peu de probabilité maintenant pour que les taux baissent, toujours dans ce contexte de pétrole qui maintenant reste ancré sur des niveaux de 95 à 100 $ et qui est en train, avec ces niveaux, de se distiller dans l'économie américaine et dans l'inflation américaine. Et donc ça, pour une banque centrale, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, exactement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, David, tout ça ? Est-ce que ça veut dire que, alors que, vous allez nous l'expliquer, le PIB, le PIB américain ralentit, ça veut dire que si les marchés anticipent une hausse de taux à la fin de l'année 2026, ça veut dire que l'économie américaine va repartir d'ici là ? Non, il n'y a pas de trace qui indique cela. Alors pourquoi oser élever ces taux, hausser ces taux, alors que l'économie même ralentit ? Eh bien parce que la Banque centrale, son premier job, en réalité, c'est la crédibilité de la monnaie. Voilà. Une monnaie n'est pas crédible si elle est inflationniste, s'il y a une perte de pouvoir d'achat. Une banque centrale peut choisir entre deux pattes à un moment donné, soit soutenir la croissance, qui fait partie de l'un des objectifs également de ses mandats. Elle a un objectif dual, en fait, la Banque centrale américaine. D'une part, veiller sur le taux d'inflation, et d'autre part, être bienveillant sur l'emploi et l'économie. Mais dans le cas présent, on pense, enfin, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, qu'elle choisira dans cette espèce de mandat dual la lutte contre l'inflation qui est nécessaire pour la crédibilité du dollar, pour la crédibilité de la Banque centrale américaine, et là, qui pourrait donc avoir un effet récessif sur le PIB aux États-Unis, qui, comme vous le voyez justement dans ce graphique, ressort en tout cas sur le dernier trimestre, le premier trimestre 2026 à 1,6%, alors qu'il était aussi assez faible auparavant, à 0, et quelques pourcents, donc j'ai pas mes lunettes, mais 0,5%. 0,5%, ah voilà, c'est l'âge. Et donc voilà, on est face à une économie qui a ralenti en fait par rapport au trimestre précédent, face à une inflation qui est maintenant, j'ai presque envie de dire galopante. Hein. Ouais, 4,2%, vous pouvez le dire, ouais. Chevauchant. Voilà, donc on est face à un problème très important de la part du banquier central qui doit faire le grand écart entre, d'une part, ralentir l'inflation et d'autre part, préserver la croissance. Et ce scénario, il a un nom. Stagflation. C'est la stagflation. C'est le scénario le plus redouté par les banquiers centraux, par les économistes, par les entrepreneurs, par les hommes politiques. C'est le pire scénario, en fait, en réalité. Oui, c'est un scénario qui est bien compliqué, puisqu'il n'y a pas de bonne solution. Toutes les solutions sont mauvaises dans ce mandat dual. Et les marchés financiers n'en ont que faire. C'est ça, votre propos. Et les marchés, en fait, ils ont envie de prendre part à la hausse de certaines classes d'actifs. Bien sûr, les gérants d'actifs, les économistes ou les analystes voient bien ce qu'on est en train de se raconter, mais ils réfléchissent sous forme de coût d'opportunité, de fear of missing out, de rater une opportunité. Et donc, enjoignent ce mouvement bien volontiers. Voilà. Et ce mouvement, eh bien, on peut le nommer, on peut nommer des titres qui accompagnent ce mouvement. Donc on a SpaceX, on a la tech américaine. Voilà, globalement, c'est ça, les grands entonnoirs qui aspirent cette avidité des investisseurs d'une certaine façon. Oui, et vous vous rappelez, quand on a commencé, même sur ce plateau, à parler des Mag 7, on parlait de titres qui avaient dépassé le trillion de dollars de capitalisation boursière. Et là, on a des titres qui sont largement maintenant au-dessus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec un titre qui va rentrer parmi les premières plus grosses capitalisations boursières au monde, qui est SpaceX, devant Saudi Aramco, qui perd justement une place. On voit un -1 devant. Ce qui peut questionner donc justement sur
toute cette bulle narrative autour de cette économie de la tech. À nouveau, ce qui n'est pas grave, bien évidemment, il faut en profiter, il faut enjoindre ce mouvement, mais garder surtout la tête froide, continuer à regarder l'ensemble de l'information disponible et pas uniquement celle qui est concordante, celle qui va dans l'autre sens, mais également celle qui est discordante, et c'est un peu le propos d'aujourd'hui. Et par rapport justement à cette économie américaine qui doit faire le grand écart, pour écarter le sujet vers la guerre qu'il y a au Proche-Orient, Trump n'a pas beaucoup de choix, de possibilités. On ne peut pas dire hélas, parce que ça voudrait dire qu'on est pour un camp ou un autre, donc je ne dis pas hélas, mais voilà, il sera à un moment obligé de faire en sorte, en rapport au prix du pétrole, de trouver des solutions pour que ce prix du pétrole baisse à un moment donné, parce que là, il va noyer son économie dans l'inflation. Très clair. Et c'était un peu le sens caché par les cibles des missiles américains hier. En gros, ce qu'il nous explique, c'est le détroit d'Ormuz doit réouvrir avec ou sans les Iraniens. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est que le détroit d'Ormuz rouvre. Oui, mais en fait, ce que l'on voit, il ne suffit plus pour les États-Unis de claquer du doigt pour soumettre des adversaires et des compétiteurs. Ça ne suffit pas. En fait, les Iraniens ont du temps devant eux, là où Trump est pressé par des élections à venir. Exactement, les midterms de novembre prochain. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, président de iWave Capital, avec nous régulièrement sur Téléfinance pour nous expliquer la philosophie des marchés et nous dire si ça peut être intéressant ou non de s'y frotter. Merci beaucoup, David. À très bientôt, peut-être sur d'autres sujets, on l'espère, en fonction de votre emploi du temps, mais why not, hein. Et de notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine, aujourd'hui notamment. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Voilà, cette édition est terminée. À très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end et c'est Roselyne Pagès qui vous accompagnera lundi prochain dès 8h55 pour une nouvelle semaine d'analyse, de décryptage et de commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.